Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. C'est Hervé Chesville à l'antenne. Je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Dans la soirée du 22 mai dernier, donc il y a quelques jours, le volcan Nyiragongo a connu une nouvelle phase éruptive. 2 coulées se sont déversées sur les flancs du volcan, dont une en direction de la ville de Goma. Et elle s'est arrêtée aux limites de la ville. Plusieurs villages ont cependant été touchés et il y a des victimes à déplorer. Le nombre n'est pas encore exactement connu, mais pour la plupart, ce sont des victimes indirectes, en particulier lors de la tentative d'évasion des prisonniers qui étaient détenus à la prison de Goma. Et cette tentative d'évasion a occasionné des tirs et donc il y a eu des victimes. Alors que la coulée de lave s'approchait de la ville, l'ordre a été donné d'évacuer Goma. Quelques milliers d'habitants se sont alors dirigés vers le Rwanda voisin, le Rwanda tout proche. Je rappelle que Goma est une ville qui est située sur la frontière rwandaise et que de l'autre côté de la frontière, il y a une ville rwandaise qui s'appelle Gisenyi. Le Rwanda avait accepté donc d'ouvrir sa frontière et des milliers d'habitants de Goma ont trouvé refuge en pleine nuit au Rwanda. Mais le plus grand nombre s'est dirigé vers Sake, une localité située à l'ouest de la ville. Depuis cette funeste soirée, la coulée de lave s'étant arrêtée, l'exode s'est bien sûr interrompu et les gens ont même commencé à rentrer chez eux. Ils craignaient le pillage en leur absence. Mais la principale préoccupation, à l'heure où je vous parle, c'est la citerne, la grande citerne située au nord de la ville, qui alimente une grande partie de Goma en eau et qui a été endommagée par la coulée de lave. Ce qui fait que la majorité de la population est désormais privée d'accès à l'eau potable. Le seul recours de cette population pour avoir de l'eau, c'est d'aller puiser dans le lac Kivu, ce qui représente un grand risque, d'autant que toutes les eaux usées de la ville se jettent également dans le lac Kivu. Je rappelle que Goma, cette ville dont je parle, elle est donc située sur la frontière rwandaise, mais également sur les rives du lac Kivu, dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure. Il y a donc une grande inquiétude au sujet d'une éventuelle épidémie de choléra dans les jours qui viennent. Ces événements de la soirée du 22 mai, je les ai suivis minute après minute, samedi soir, alors que des centaines de millions d'autres personnes étaient rivées sur leur écran de télévision pour suivre le concours de l'Eurovision, qui était en fait un concours de vulgarité et de médiocrité. Pour être honnête, je crois que l'honneur a cependant été sauvé par le candidat suisse et la candidate française. Mais revenons à Goma. J'ai donc suivi la situation grâce aux messages, photos et vidéos que je recevais de mes amis et contacts sur place grâce aux réseaux sociaux. Ces nouvelles m'ont plongé dans un passé vieux de 19 années. En effet, le 17 janvier 2002, le volcan Nyiragongo était déjà entré en éruption, ravageant une grande partie de la ville de Goma. Je me trouvais alors à Kampala, en Ouganda. L'UNICEF me demanda de me rendre d'urgence à Goma afin de participer au programme de secours. J'y suis arrivé quelques jours après la fin de l'éruption. Je n'oublierai jamais ce que j'y découvris. Je ne reconnaissais plus Goma, une ville
où je m'étais pourtant déjà rendu. La principale coulée de lave avait détruit la totalité du quartier populaire situé au nord de la ville, autour de la cathédrale et s'étendant jusqu'à l'aéroport international, lequel aéroport international avait aussi été touché. Les 2/3 de la piste avaient été recouverts d'un épais magma noirâtre, ce qui compliquait la situation pour les secours puisque les gros porteurs ne pouvaient plus se poser sur cet aéroport. Le quartier en question était fait de bicoques en bois et en tôle, et il avait été entièrement calciné. Il n'en restait plus rien. De ce magma noirâtre émergeait ce qui restait de la cathédrale, qui ressemblait à une étrave de navire fendant un océan noir. Quelques mots sur cette cathédrale, qui était une cathédrale moderne, qui avait une forme presque triangulaire, et la pointe nord du triangle était dirigée vers le nord, et à cette pointe se rejoignaient donc 2 murs très hauts, et c'est tout ce qui restait de la cathédrale, parce que le reste avait été brûlé, calciné. Donc, on voyait ces 2 immenses pans de murs qui ressemblaient effectivement à une étrave de bateau. Et je me suis rendu à cette cathédrale que je connaissais avant et que j'ai retrouvée après. Avant, pour accéder à la porte de la cathédrale, la façade était tournée vers le sud, il fallait monter des marches sur le parvis. Et là, lorsque j'y suis retourné après l'éruption, pour gagner ce qui restait de l'intérieur de la cathédrale, il fallait au contraire descendre. C'est-à-dire que la cathédrale était entourée d'un épais magma de lave plus ou moins séché, et que donc l'étrave dont je parle avait fait passer la lave des 2 côtés, qui s'était retrouvée après côté sud en formant un épais tapis de lave. Donc pour accéder à l'intérieur de la cathédrale, il fallait maintenant descendre, alors que quelques jours avant, il fallait monter. Depuis, je vous rassure, la cathédrale a été très bien restaurée et elle est plus belle qu'avant, mais il faut toujours y descendre pour y accéder au lieu d'y monter. La coulée de 2002 donc ne s'était pas arrêtée là. Elle avait poursuivi sa route, traversant le centre-ville en suivant l'artère principale. Cette rue était bordée d'arcades, derrière lesquelles ouvraient de nombreuses boutiques. Avant l'éruption, l'avenue était plus basse que les trottoirs et les arcades qui la bordaient. Lorsque je redécouvrais la ville, le niveau de la rue avait monté d'au moins 1 mètre. Et donc la rue était maintenant au-dessus, 1 mètre au-dessus des 2 trottoirs, de ce qui restait des 2 trottoirs sur le bord de la rue. Et il fallait là aussi descendre pour accéder à ce qui restait des boutiques. Poursuivant sa route, la coulée avait fini par se jeter dans le lac Kivu, la lave brûlante provoquant un énorme nuage de vapeur d'eau. En refroidissant, la coulée avait fini par constituer une petite péninsule noire s'avançant dans le lac. Cette péninsule existe toujours, et elle a maintenant verdi, bien sûr, parce que le miracle de cette partie de l'Afrique, c'est que tout pousse, tout finit par verdir. Le fait que l'une des 2 coulées ait pu ainsi atteindre le lac Kivu avait fait craindre à l'époque une possible nouvelle catastrophe, avec le déclenchement d'une éruption limnique par déstabilisation des couches d'eau du lac. Mais encore une fois, je reviendrai sur la particularité de ce lac tout à l'heure. À l'époque, en 2002 donc,
la ville de Goma comptait environ un demi-million d'habitants. Et elle a donc été traversée par deux coulées de lave très fluides, d'une soixantaine de mètres de largeur. Et ces coulées détruisirent, outre 14 villages de la périphérie, 18% de la ville et surtout 80% de son économie. C'était le centre de la ville qui a été endommagé, qui a été recouvert de lave, et donc l'endroit où se concentraient les principales boutiques, les principales sociétés. Le bilan humain s'éleva à environ 70 morts. Alors je le répète, je n'ai pas vécu l'éruption en tant que telle, je suis arrivé à Goma quelques jours après l'éruption. Mais la surface de magma qui recouvrait la partie dévastée de la ville était encore brûlante. Pour y marcher, il fallait mettre des chaussures aux épaisses semelles, alors que moi j'avais toujours l'habitude de me déplacer en sandales. C'était impossible, on ne pouvait pas marcher en sandales sur cette surface brûlante. Et la vie sur place était rythmée par des secousses sismiques régulières, provoquées par le volcan. Je me souviens encore de ma première nuit, où je fus réveillé par des vibrations. Je sentis que mon lit vibrait. Et dans un demi-sommeil, je ne sais pas pourquoi, alors que je n'avais pas vécu à Paris depuis très longtemps, je me suis dit, tiens, le métro est en train de passer. À Paris, effectivement, quand on habite au-dessus d'une ligne de métro, on sent des vibrations. Et puis bon, j'ai fini par me réveiller, je me suis dit, quel métro? On est à Goma, c'est pas possible. Et j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait d'un tremblement de terre. Après, je n'y faisais plus attention, tellement ils étaient fréquents. La particularité de cette éruption de 2002 est que la lave n'a pas coulé depuis le cratère du volcan, dont le lac de lave aurait fini par déborder. Non, la lave a surgi de failles qui se sont ouvertes sur les flancs de la montagne, surprenant la population. Et je rappelle que les coulées de lave peuvent avancer très vite. Il m'est arrivé, après l'éruption, d'aller voir certaines de ces failles, à quelques kilomètres seulement au nord de la ville. Il en sortait encore une fumée sulfureuse toxique, très dangereuse. Et ces failles semblaient sans fond. Quand on y jetait un caillou, on n'entendait pas le bruit du caillou arriver au fond. L'ascension du volcan est d'ailleurs toujours particulièrement dangereuse. Les émanations gazeuses de dioxyde de carbone sur ses flancs pouvant asphyxier une personne ou un animal. Ces failles, on en trouve tout autour du volcan. Localement, elles sont appelées mazuku et elles occasionnent régulièrement des décès, notamment d'enfants s'enfonçant dans ces cuvettes à l'allure inoffensive. Le terme mazuku est un mot swahili qui pourrait être traduit par souffle du diable ou vent diabolique. L'existence des mazuku fut mise en évidence par les observations du biologiste belge Jacques Verschueren entre 1957 et 1961 et dès 1948 par le jeune géologue belge à l'époque, Haroun Tazieff, qui a d'ailleurs failli mourir asphyxié dans un trou empli de dioxyde de carbone sur les flancs du Nyiragongo. Alors, une des choses que nous avons entrepris après l'éruption, ça a été d'ailleurs de bien marquer ces failles et de sensibiliser la population aux dangers qu'elles représentaient du fait des émanations toxiques. Après l'éruption de samedi dernier, au moins 2 longues fissures sont apparues, c'était mardi je crois, dans la ville de Goma. Ces 2 fissures, larges de quelques dizaines de centimètres par endroit, ont fracturé le sol en plein centre-ville, alimentant la psychose d'une nouvelle possible éruption du volcan. Alors, mon travail, avec d'autres bien sûr, dans ces journées qui suivirent l'éruption de 2002, consistait à
organisé un programme d'urgence pour les déplacés. Il y avait des centaines de milliers de déplacés à l'extérieur de la ville ou dans la périphérie de la ville. Ils étaient sans abri, il a fallu fournir des toiles en plastique pour qu'ils puissent s'abriter, organiser la fourniture bien sûr d'eau potable avec des camions-citernes et leur donner les biens de première nécessité, cuvettes, vêtements puisqu'ils avaient tout perdu et autres. Tandis que le Programme alimentaire mondial s'occupait de leur fournir de la nourriture. Et l'UNICEF s'occupait en particulier des enfants non accompagnés, parce que dans l'exode qui a suivi l'éruption, ou pendant l'éruption, des familles se sont trouvées séparées, les enfants partant dans une direction, les parents de l'autre, et pendant des semaines, il a donc fallu s'occuper d'essayer de réunifier les enfants déplacés avec leurs familles. Alors, à ce stade de mon récit, il me faut expliquer ce qu'est ce volcan Nyiragongo. Alors, je vais utiliser quelques termes techniques et je m'en excuse par avance. Le Nyiragongo est un stratovolcan de la vallée du Grand Rift. On l'aura compris, il est situé en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. Ce volcan fait partie d'une chaîne de volcans nommée chaîne des Virunga, ce qui n'est pas très original puisqu'en Swahili, Virunga signifie volcan. Cette chaîne comprend 8 volcans majeurs, dont, outre le Nyiragongo, le volcan voisin, presque jumeau du Nyiragongo, qui s'appelle Nyamulagira, et qui est, lui, quasiment en éruption permanente. Mais, fort heureusement, la lave du Nyamulagira, qui culmine à 3063 mètres, coule vers le nord, donc vers le parc national des Virunga, qui se trouve au nord de ces deux volcans. Et il y a également les volcans Karisimbi et Mikeno à l'est-nord-est. Le plus haut de tous ces volcans est le Karisimbi. Il culmine à 4507 mètres. Son sommet est en territoire rwandais. Alors, je me souviens bien que parfois à Goma, après un orage notamment, on apercevait au loin le Karisimbi, qui est pourtant fort éloigné de Goma, parfois couvert d'un cône de neige. Vision extraordinaire en pays équatorial, je dirais, que d'apercevoir une montagne enneigée au loin. Bon, le cône neigeux disparaissait vite, mais donc, du fait de son altitude, il était parfois recouvert de neige. Le sommet de ce Karisimbi se trouve en territoire rwandais. Un autre volcan, le Sabinyo, dont le nom provient du Kinyarwanda Ilinyo, qui signifie dent, il est le plus vieux volcan de ce massif. Son sommet, qui culmine à 3645 mètres d'altitude, marque la frontière entre 3 pays, la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Le Nyiragongo se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma et du lac Kivu et à l'ouest de la frontière du Rwanda. Alors qu'est-ce que c'est qu'un stratovolcan, qu'on appelle aussi volcan composite? C'est un volcan constitué de nombreuses couches, des strates, de lave durcie et de téphrases. Contrairement aux volcans boucliers, les stratovolcans sont caractérisés par une forme généralement conique et un profil escarpé. Et beaucoup ont un cratère, avec souvent des cônes adventifs sur les flancs. Alors pour citer un stratovolcan plus proche de chez nous, eh bien, il y a le fameux Vésuve qui domine Naples, comme le Nyiragongo domine Goma. Par sa proximité avec des zones densément peuplées, ces éruptions fréquentes, dont celle dont j'ai parlé de 2002, et celle donc de samedi dernier, le 22 mai, et par la présence d'un lac de lave quasiment permanent, ce qui est une rareté dans le monde, ce lac pouvant se déverser sur ses pentes en de longues couvées de lave considérées comme les plus rapides au monde.
Donc pour toutes ces raisons, le Nyiragongo est un des volcans les plus actifs et bien sûr les plus dangereux d'Afrique. Le Nyiragongo culmine à 3470 mètres et à son sommet donc est formé d'un cratère de 1200 mètres de diamètre. Ces pentes prononcées, caractéristiques d'un stratovolcan, sont interrompues par la présence de deux anciens volcans, le Baluta au nord et le Shahelu au sud, ainsi que par une chaîne de bouches éruptives. Au sommet du volcan, il fait entre 7 et 9 degrés. Je rappelle qu'on est quasiment sur l'équateur. La première éruption observée par des Occidentaux date de 1884. C'est au Nyiragongo que, en 1958, Harun Taziev conduisit une expédition scientifique pluridisciplinaire sur un volcan actif. C'était une première, et c'est à l'occasion de cette expédition que des échantillons de gaz éruptifs captés à 1000 degrés, à leur sortie du lac de magma, prouvèrent que ce gaz contenait de l'eau et des métaux, découvrant par là le rôle joué par les volcans dans la formation des gisements métallifères. Cette découverte fut aussi une première grâce à 2 spectrogrammes nocturnes de flammes volcaniques réalisés par l'astronome Armand Delsem de l'Université de Liège, qui faisait partie de l'expédition. Le 10 janvier 1977, le lac de lave se vida brutalement, en moins d'1 heure, donnant naissance à une coulée de lave qui se dirigea vers la ville de Goma, située à 10 km au sud du volcan, et s'arrêtant à proximité de l'aéroport, non sans avoir provoqué, malheureusement, la mort de 600 personnes et des dégâts matériels importants. Le volume de 22 millions de mètres cubes de lave du lac laissa alors la place à un cratère de 900 mètres de profondeur. Alors, 2 mots sur l'aéroport de Goma. À l'époque, le Congo s'appelait le Zaïre et était dirigé par le maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu avait un rêve, c'était de créer un aéroport international à Goma. Et donc d'agrandir l'aéroport qui existait à l'époque. Il avait pour cela contacté différents pays donateurs. Je crois que la Belgique avait refusé, mais la France de Giscard d'Estaing avait accepté de financer. À l'époque, Harun Taziev avait tenté d'alerter l'opinion en disant que c'était de la folie, car selon lui, la piste de l'aéroport, la piste qui était envisagée, était juste sur le lit d'une éventuelle coulée de lave. Et personne n'avait écouté Harun Taziev. Alors je rappelle en 2 mots qui est Harun Taziev. C'est un savant, donc né à Varsovie en 1914, mort à Paris en 1998. Il était ingénieur agronome, ingénieur géologue, ingénieur des mines, volcanologue et écrivain. Il est donc né russe et il a ensuite été naturalisé successivement belge et a fini français. Entre 1984 et 1986, il a été secrétaire d'État aux risques naturels et technologiques majeurs dans le gouvernement Fabius durant le premier septennat de François Mitterrand. Donc, Harun Taziev n'a pas été écouté et l'aéroport international a été construit. Et effectivement, il devait être recouvert par la lave en 2002. Alors, le lac de lave a réapparu dans le cratère principal du 21 juin à octobre 1982 et du 23 juin 1994 à mars 1996 lorsqu'il se figea à 245 mètres sous le sommet du cratère. Et le 17 janvier 2002, lors de l'éruption que j'ai évoquée, le lac de lave s'est à nouveau donc déversé par les failles dont j'ai parlé. Et le lac de lave à l'époque avait donc un volume de 25 millions de mètres cubes qui se vida sur les pentes du volcan par 3 failles en direction de Goma. Le 17 mai 2002, un nouveau lac de lave se mit en place dans le cratère de 760 mètres de profondeur au cours d'une éruption encore en cours au début de l'année 2011. Ce lac de 200 mètres de diamètre est continuellement brassé et maintenu liquide
par la remontée quotidienne de 12 000 à 20 000 tonnes de dioxyde de soufre qui forment un panache s'échappant du cratère au sommet du volcan. Et j'en ai moi-même été témoin. Régulièrement, on voyait ce panache s'échapper du volcan qui domine la ville. En février 2020, une mission volcanologique constata que le lac de lave se remplissait à un rythme alarmant, avec un risque maximum d'ici 4 ans. Et bien avant s'il se produisait un tremblement de terre. Alors, quelques mots maintenant au sujet du lac Kivu. Donc je rappelle que la ville de Goma est située entre le volcan et le lac Kivu. Le lac Kivu est un des grands lacs d'Afrique, donc dans la région des Grands Lacs, qu'on appelle la région des Grands Lacs. Il est partagé entre deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Sa superficie est de 2700 km², il est long de 89 km, large de 48 km, et la surface du lac est à une altitude de 1463 mètres. Il est profond de 485 mètres, et il a un volume de 500 km³ d'eau. Le lac Kivu a un exutoire, c'est la rivière Ruzizi, qui s'échappe du lac à Bukavu, donc à l'extrême sud du lac. Et cette rivière Ruzizi alimente plus au sud l'immense lac Tanganyika. Alors, au milieu du lac se trouvent plusieurs îles, dont une très grande île, l'île d'Idjoui, qui est la deuxième plus grande île à l'intérieur du continent africain. Elle fait 40 km de long et a une superficie de 285 km². Alors, dans les années 50-60, des chercheurs belges ont montré que ce lac, le lac Kivu, recelait du méthane et du CO2 d'origine magmatique. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cela? C'est parce que c'est l'autre grande inquiétude qu'on a au sujet des éruptions volcaniques au nord du lac Kivu. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2002, la coulée de lave a atteint l'eau du lac Kivu. Et je me rappelle, je me suis même baigné dans ce lac Kivu. On voit régulièrement des bulles à la surface du lac. Et ces bulles, c'est ce méthane qui remonte. Donc, à l'époque, on craignait que si la lave entrer en contact avec le méthane, ça provoque une énorme explosion et un tsunami. Le lac pourrait littéralement exploser et créer un tsunami qui atteindrait les rives du lac et donc menacer la grande agglomération de Goma, l'agglomération de Bukavu au sud et toutes les autres villes, tant côté rwandais que côté congolais, rappelant en cela ce qui s'était produit au Cameroun, mais c'était un tout petit lac, je crois que c'était le lac Nias, si je me souviens bien, qui avait effectivement explosé, laissant échapper des gaz toxiques qui avaient tué des centaines de riverains. Donc cette inquiétude, elle est toujours là. Alors, quelle est la solution? La solution, ce serait bien sûr d'évacuer Goma et de reconstruire Goma ailleurs, beaucoup plus à l'ouest. Mais dans un pays qui sort de 25 années de guerre, dans un pays qui a d'autres priorités, reconstruire une ville, déplacer 1 million d'habitants pour les réinstaller ailleurs, ce n'est certainement pas la portée de la République démocratique du Congo. Mais la population de Goma et des autres localités proches du volcan va devoir donc continuer à vivre avec cette épée de Damoclès que représente le Nyiragongo, qu'ils aperçoivent tous les jours cracher de la fumée. Voilà, je vais m'arrêter sur ces explications peut-être un peu confuses et un peu compliquées. Veuillez m'en excuser, mais bien sûr, j'ai été très touché par ce qui s'est passé à Goma et je pense à tous les gens que j'ai laissés là-bas. Donc c'est à eux que je dédie cette émission, lapsus révélateur, émission chargée d'émotions. Donc
Je pense à eux, nous pensons à eux, et nous souhaitons que le pire ne se produise pas sur les rives du lac Kivu. Je vous remercie, chers amis, et je vais vous laisser en compagnie du groupe Alliance de Bukavu. À la semaine prochaine.